qui sont perdus là-bas de la part de ces différentes personnes qui participent et qui sont actives dans cette filière. Et maintenant, est-ce que ça va être facile pour les populations locales en termes de pertes et surtout pour les opérateurs économiques, beaucoup qui ne sont pas revenus de la dernière grippe aviaire qui a fragilisé le Cameroun? Est-ce qu'elles vont s'en sortir? Eh bien, ils se plaignent, les agriculteurs se plaignent énormément, même la population, parce que, voyez-vous, le poulet est un aliment que l'on aime bien consommer et cela fait un manque à gagner aux agriculteurs, aux vendeurs même de poulet et les sous-métiers qui se sont créés autour, je l'ai dit, de cette filière-là. Merci à vous, Divine Api, en espérant bien entendu vous avoir demain pour la page nationale intéressante et très bonne suite à vous. Merci. Patrick Christian Dobon parle forcément des mesures qui peuvent être prises par les pouvoirs publics du Cameroun, par exemple les mesures d'indemnisation ou alors financièrement accompagner quelques personnels de cette filière qui voient quand même des pertes énormes enregistrées. Oui, vous voyez, j'écoutais Divine quand elle évoquait justement ces premières dispositions qui avaient été prises par le gouvernement. Déjà après le déclenchement du premier foyer, on a apprécié, et ça fait partie des bons points, n'est-ce pas, la démarche immédiate en termes de communication que le gouvernement a adoptée. Ils étaient en tout cas 3 ministres sur la question. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le docteur Taïga, le ministre de la Santé, n'est-ce pas, Mama Fouda, mais aussi le ministre de la Communication. C'était bien. On a vu un gouvernement réactif qui est passé au devant parce que très souvent on avait l'impression que c'est la rumeur et les populations qui apportaient l'information sur l'espace public. Et cette fois-ci, on a vu que le gouvernement, dans sa démarche, a pris le devant. Deuxièmement, on a interdit la commercialisation des produits dans le département du Fondi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si des mesures effectives et efficaces ont été prises pour l'opérationnalisation et la surveillance de cette disposition qui a été prise pour circonscrire tout au moins dans le département du Fondi ce premier foyer. Et cette question trouve toute sa pertinence dans le déclenchement du deuxième foyer à Bafoussam. Est-ce qu'il serait une cause exogène au département du Konki ou alors de la MIFI, ou ce serait finalement les liens qui existent, les mouvements et les transports qui peuvent exister entre les différentes régions. Et ici, on peut aussi questionner justement la capacité du gouvernement dans la première démarche communicationnelle à faire en sorte qu'il existe une espèce de confiance, n'est-ce pas, entre la politique gouvernementale, les mesures de restriction, mais également la confiance nécessaire au niveau des opérateurs dans le secteur pour accepter, n'est-ce pas, de suivre les initiatives, d'accepter de voir abattre leur cheptel et puis finalement d'espérer un accompagnement à défaut d'une indemnisation complète dans la situation qui est la leur aujourd'hui. Justement, en parlant donc de cet accompagnement qui nécessairement doit redonner du sourire ou alors du réconfort à ces personnes engagées dans cette filière, cela nous permet d'accueillir dans ce studio Falon Chouya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour Christian et bonjour à tous qui nous regardent. Avec vous, nous allons évoquer ces différentes sanctions survenues au niveau de l'université, donc du ministère de l'Enseignement supérieur, avec quelques enseignants qui sont rattrapés, même des étudiants. On parle là-bas des motifs qui vont dans le sens de du harcèlement sexuel et bien entendu d'une indiscipline notoire. De quoi s'agit-il exactement? Bien effectivement, le professeur Baïbek ainsi que 4 de ses étudiants ont été sanctionnés pour indiscipline notoire et également pour harcèlement sexuel. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 faisait état du fait qu'une campagne de diffamation contre lui s'était lancée dans certains médias et cette campagne avait été entreprise par le professeur Baïbek. Également, plusieurs cas de harcèlement sexuel ont été signalés au sein de l'université de Yaoundé 1 et ces cas ne datent pas d'aujourd'hui. Le conseil de discipline a donc siégé et ils ont fait appel au fait que le professeur Baïbek avait déjà été plusieurs fois interpellé par ces indisciplines ainsi que ces histoires d'harcèlement sexuel. Et maintenant, au niveau des différentes mesures qui sont prises, est-ce que les personnes concernées ont été entendues? Est-ce que ce matin, on parle quand même de ces problèmes qui ont trait à l'éthique, même dans la presse? Est-ce que ces professeurs reconnaissent les faits qui leur sont reprochés aujourd'hui? Ces professeurs ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés aujourd'hui, mais bien évidemment, l'université a pris des mesures qui sont la suspension du professeur Baïbek sur tout l'étendue des universités du Cameroun pendant 4 ans, ainsi que la suspension du corps médical au Cameroun. Et les étudiants qui sont mentionnés dans ce cas
ont vu leur mémoire être annulée par l'université de Yaoundé 1. Et le professeur, bien évidemment, refute cette accusation. Il a été jusqu'à porter plainte contre le recteur de l'université de Yaoundé 1. Et malheureusement, le 2 juin, lors du procès, il a brigué par son absence. Bien dommage et bien difficile pour l'enseignement supérieur au Cameroun. Un professeur ainsi frappé par des mesures qui sont connues de tous et de chacun. Patrick Christian Dobo, ce n'est pas la première fois quand même qu'on vive ce type de situation dans nos universités et grandes écoles. Oui, écoutez, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir, lors de plus d'un entretien, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, actuellement secrétaire général de l'université de Yaoundé 1, qui avait eu le courage, n'est-ce pas, dans une de ses multiples publications littéraires, d'évoquer la question du harcèlement en milieu universitaire. Vous pouvez vous imaginer que ça ne lui a pas que valu des sourires de la part d'un certain nombre de ses confrères, mais c'était une réalité. Et dans cet ouvrage, il y avait des témoignages des personnalités, je ne vais pas citer son nom, une personnalité très influente aujourd'hui sur le plan l'espace public national, qui, elle, avoue avoir été victime avec beaucoup de précision de cette question-là pendant son cursus universitaire. Et donc, ça n'est pas une première que de se rendre compte que ce genre de fléau-là existe dans nos universités. Donc on même dit que c'est inhérent à la formation. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que dans un contexte où de plus en plus on a l'impression que les valeurs ont foutu le camp en lieu et place, n'est-ce pas, d'un certain nombre de valeurs. Mais justement, quels sont les types de gestes qui peuvent accompagner le harcèlement sexuel? Je ne suis peut-être pas un spécialiste du harcèlement sexuel ou bien du décryptage de ces gestes, mais je peux au moins lire un certain nombre de faits qui sont décrits par ceux qui, en profondeur, sont rentrés dans la question. C'est que, très souvent, c'est comme un échange entre les prouesses naturelles et les dotations naturelles d'un certain nombre de jeunes filles et forcément, soit le suivi. Parce que vous savez, il y a cette problématique de l'encadrement souvent au niveau soit des mémoires, ainsi de suite. Et donc, forcément, ça met à la merci un certain nombre de jeunes filles potentiellement proies pour des prédateurs qui n'arrivent pas à se contenir. De toutes les manières, à un certain niveau, ce qu'on peut déplorer, c'est peut-être la conditionnalité, n'est-ce pas, de l'avenir de ces jeunes demoiselles par rapport à ces actes. Et c'est là où le bas blesse encore. Parce qu'à un certain niveau, les études universitaires, on peut s'imaginer qu'étant adulte, une jeune fille peut faire un choix. Quand c'est consentant, on peut même encore s'interroger sur le plan éthique et moral par rapport à la responsabilité de l'enseignant directement en liaison avec la jeune concernée. Mais quand en plus déjà de cet aspect moral-là, on vient placer la conditionnalité de l'avenir de ces enfants, en ce moment, c'est doublement condamnable. L'autre aspect était peut-être moralement critiquable, mais ici, ça peut même être pénal. Et donc, dans cette situation, si on se dit, il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, on va transformer ces lieux du savoir, l'université, c'est pour pouvoir du sens à la société, plutôt en lieu de valorisation de ce qui est abject. Et malheureusement, ça fait toujours mal de savoir que c'est des têtes, des figures de l'enseignement supérieur qui sont coincées. Quand on parle quand même du professeur Baïbek, mais c'est un enseignant. C'est vrai qu'il y a un autre volet dans cette histoire, parce qu'on a suivi le professeur Baïbek se mettre en cadre pour décrier la campagne de sabotage menée contre lui par le recteur de l'université. Il y a quand même des faits qui ne sont pas négligeables sur ce que déclare le professeur Baïbek. Maintenant, si un conseil de discipline a eu lieu et que ce conseil a rendu son verdict, certainement qu'il y a des ingrédients que nous ne maîtrisons pas, n'ayant pas les dossiers avant nous. Maintenant, si devant le tribunal aussi c'est pas rendu, a-t-il des raisons de son absence? Est-ce que la procédure est close? De toutes les manières, il me semble que c'est une affaire qui va certainement suivre son cours et peut-être qu'on aura davantage, un peu plus. Il faudra davantage creuser pour comprendre de quoi il est question. On a peut-être pensé qu'au-delà des différentes raisons qui sont évoquées, peut-être des questions politiques pourraient aussi survenir dans le cadre de ces différentes batailles. C'était quand même affronté le professeur Soso de manière assez brutale, parce que quand on voit la sortie du professeur Baïbek contre le professeur Soso, le recteur de l'université, lui, du côté de la faculté des sciences biomédicales, et le professeur Soso, conseil ancien doyen de cette faculté-là, avec certainement encore ses réseaux, ses personnes en place. Il y avait comme une espèce de conflit entre ces deux personnalités. Maintenant, est-ce que cela enlève toute la crédibilité de l'accusation? Est-ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés? Il faut avoir le dossier en pleine mille, mais il me semble que si un conseil se réunit et sort une décision comme ça, il y a certainement matière à s'inquiéter
ou bien matière à accuser. On y reviendra sûrement au cours des prochaines éditions ou alors au cours des prochaines matinales pour comprendre davantage ces différentes suspensions. Nous sortons avec vous, Fallon. Harcèlement sexuel, vous en avez déjà été victime, ou alors comment ça se passe à votre niveau? Parce que c'est beaucoup plus les filles qui s'en plaignent. On n'a pas beaucoup vu des cas allant dans le sens contraire. Moi, personnellement, je n'ai pas encore été victime du harcèlement on vous le souhaite sexuel. pas, hein. Mais en milieu estudiantin, ça se passe comme ceci. Vous êtes à la fin de votre cursus, vous devez présenter en mémoire et votre directeur vous fait comprendre premièrement qu'il n'a pas le temps de travailler avec vous comme il le faut. Vous faites vos recherches et puis il prend votre travail. Ça passe pas. Vous n'aurez pas une bonne note. Et maintenant, s'il faut que je fasse le travail, s'il faut qu'on travaille ensemble, il va falloir que vous faites quelque chose pour moi. Et vous lui demandez, monsieur, c'est quoi cette chose? Ça se passe pas seulement au Cameroun, mais même dans toutes les universités d'Afrique. Par exemple, à l'université de Marien Ngouabi, c'est arrivé au point où on dit « seule la cuisse libère » pour les femmes. Donc, si tu n'as pas accédé au désir de ton professeur à la fin de ton cursus, ton mémoire n'est pas validé, et puis tu ne soutiens pas, tu n'as pas de notes, et tu tournes, il te dit, quel que soit ce que tu fais, partout où tu iras, c'est comme ça que ça va se passer. Ou tu le fais, ou tu ne le fais pas. C'est bien dommage, on espère seulement que ce type d'harcèlement sexuel connu dans nos différentes écoles, et même partout en Afrique, vous l'avez évoqué, cela va sûrement prendre un véritable coup et que les autorités administratives sauront prendre les mesures qui s'imposent. Merci Fallon Touya, on se retrouve forcément demain pour la matinale. Nous poursuivons cette matinale de l'information en attendant que Junior Ossin prenne place dans ce studio. Avec vous, Patrick Christian Dobo, voilà l'international, pour évoquer le Kenya avec les manifestations au niveau de la mise en place de la commission électorale, qu'on dit là-bas, n'étant pas partiale et qu'elle a des visées également, qu'elle est à l'avantage des autorités administratives qui sont en place. Oui, écoutez, c'est le sempiternel problème, n'est-ce pas, de l'impartialité des structures en charge des élections dans nos pays en Afrique subsaharienne. C'est difficile de trouver un consensus depuis une décennie sur ces questions. Quelques pays ont fait l'objet d'un consensus sur la question, mais ça n'a toujours pas été facile, parfois très douloureux. Il faut parfois des révolutions comme au Burkina Faso pour y aller. On a le Bénin qui, ma foi, fait figure de pays qui a réussi quand même à trouver un consensus sur la base électorale. Le Ghana, on a des pays comme la Tanzanie. Mais regardez, ces pays qui trouvent la plupart du temps les consensus sont pour la plupart des pays anglo-saxons. Et comme on dit que c'est l'exception qui confirme la règle, le Kenya qui avait difficilement cette problématique, lui qui est anglo-saxon, se retrouve dans cette problématique aussi. Oui, l'enjeu est là, parce que qui organise les élections a certainement la capacité de donner une orientation à ces élections. Comme on dit, qui finance peut aussi avoir une main mise sur le résultat. Et donc, vous savez que le Kenya a vécu quand même une situation, une crise post-électorale avant ce mandat du président Uhuru, qui a quand même été difficile. Le pays était au bord, n'est-ce pas, de l'effondrement sur le plan des violences interethniques entre différents partisans. Aujourd'hui, le Kenya va aller vers un nouveau processus électoral et la mise sur pied de cette commission électorale que vous avez décriée est totalement rejetée par l'opposition qui voit la mainmise totale du pouvoir sortant sur la question. Et donc, ce qui remettrait d'après l'opposition l'indépendance de cette structure-là qui est censée gérer l'élection. C'est malheureusement une situation récurrente dans nos démocraties africaines. On voudrait bien entendu conserver un certain nombre d'initiatives et une influence dans le cadre électoral. On accueille justement à l'instant Junior Ossin pour nous parler de la revue de presse cybernétique. Bonjour, qu'est-ce qu'on peut retrouver ce matin en termes d'informations sur le web? Bonjour Serge Bondier, bonjour Christian Dobon, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue cybernétique sur Canal 2 Info. Très rapidement, on va entamer avec Euronews.com qui nous parle d'économie en Suisse et souligne que les Suisses rejettent massivement le revenu de base inconditionnel. Euronews.com indique que les Suisses étaient appelés ce dimanche dernier à se prononcer sur cette proposition. On poursuit donc avec Afrique.com, tout en espérant que les images vous paraissent à l'écran. Donc Afrique.com s'arrête ce matin sur la CEDEAO, où à sa 49e conférence des chefs d'État, qui s'est tenue à Dakar au Sénégal, la présidente du Libéria, Ellen Johnson, a été désignée à la tête de cette commission. Afrique.com précise que la présidente libériane est la première femme à être nommée présidente de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
Mention autre chose, ça c'est le Monde.fr qui mentionne ce matin une nouvelle semaine tendue entre le mouvement socio-ouverture de l'Euro 2016. Le Monde.fr révèle que, alors que l'Euro de football démarre vendredi, la semaine s'annonce encore périlleuse sur le front national pour le gouvernement. Le site parle de grève chez les cheminots et dans l'énergie. RFI.fr parle de politique ce matin et nous indique qu'au Kenya, l'opposition entend manifester nous sommes le 6. Le 6, c'est aujourd'hui, ce lundi? Oui, c'est lundi. Alors, donc, le Kenya, ils entendent manifester donc ce lundi, malgré l'interdiction. Donc, selon RFI.fr, les manifestations se poursuivent pour protester contre une commission électorale qui, aux yeux de ses détracteurs, manque d'impartialité. Terminons donc avec le site awilda.info qui titre « Djibouti n'est pas à vendre ». Selon awilda.info, la souveraineté économique est mise en doute. Le site poursuit en soulignant que depuis les années, Djibouti est sous la gestion de quelques personnes qui ont un projet d'éthiopiser la patrie. Voilà pour la revue cybernétique ce matin. Il y a un point important qui m'a intéressé dans cette revue cybernétique. On parle de la Suisse, ce pays européen, même s'il ne fait pas partie de l'Union européenne, où là-bas, sur le plan économique, il y a des divergences, il y a des problèmes qui se posent aujourd'hui. Alors, Serge Bondier, déjà, l'idée paraissait très incroyable. Un revenu de base pour tous, quel que soit votre statut, que vous soyez salarié ou sans emploi. Vous étiez appelé à, n'est-ce pas, toucher 2000 francs, 2000 euros par mois. Alors, les Suisses ont donc été appelés à se prononcer sur cette proposition. 77% ont dit non. Cependant, les résultats ont été bien accueillis par le camp des oui, pour qu'ils estiment que plus de 22% qui ont pu dire oui, cela sous-estime qu'une personne sur 5 en droit de voter est donc d'accord et favorable pour ces revenus de base-là. Et bien sûr, le camp de oui estime aussi que ce revenu de base-là est désormais un moyen pour l'État de s'adapter à une société en pleine mutation où, bien évidemment, les conditions de vie, les conditions de travail sont assez compliquées et très affectées. C'est l'occasion pour la Suisse, pense le camp de oui, d'adopter cette proposition-là, afin de permettre que, quel que soit votre statut, salarié ou sans emploi, vous puissiez, n'est-ce pas, bénéficier de 2000 euros par mois. Justement, avec vous, Junior Oussin, on va profiter rapidement pour feuilleter les grandes unes des journaux parus ce matin au Cameroun. Nous commencerons forcément par le journal Le Messager, juste les unes. Exactement. Le journal Le Messager qui parle de la vente du poulet interdite à l'Ouest. La mesure concerne aussi bien les autres produits avicoles. Vous aurez entendu les détails tout à l'heure sur Canal 2 Info. Une autre information avec la nouvelle expression qui s'intéresse bien sûr au multipartisme du plomb dans les ailes. Le pays compte près de 3000 partis politiques légalisés, mais la démocratie effective fait de grands saut vers le passé, illustration frappante. C'est Ali ce matin dans la nouvelle expression. On poursuit avec Kalara, frais de justice militaire, de nouvelles combines du TCS pour couvrir magistrats et militaires. Kalara donc revient sur d'importants détails qui, n'est-ce pas, peuvent vous intéresser ce matin en jetant un coup d'œil. L'anecdote cabale contre Brenda Bia. Voilà, voici les auteurs de la manipulation, nous indique l'anecdote ce matin. Pour mieux comprendre cette manipulation, offrez-vous donc ce journal. On termine avec le détective qui nous parle du STF. À quand l'alternance au sommet? Le Social démocratique font partie du Nidjon Fundi a soufflé sur sa 26e bougie le 26 mai 2016 à Bamenda. Les détails, c'est dans ce journal. Merci à vous, Junior Oussin, mais vous restez pour quelques minutes encore avec nous pour ce travail très abattu et mené de main de maître depuis quelque temps sur les antennes de Canal 2 Info. On va rester dans l'actualité, notamment pour retenir un point important sur l'actualité cybernétique qui nous a intéressés au niveau de la CEDEAO avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria qui prend désormais les rênes de cette grande communauté et qui dit d'ailleurs avec l'appui de CPR mettre en place une véritable force antiterroriste de la CEDEAO qui va combattre contre les maux qui
élimine donc l'Afrique. Elle remplace à ce poste, disons, elle a été portée par ses pairs, elle remplace à ce poste, lui, Macky Sall, président de la République du Sénégal. Patrick Christian Dobo, c'est pour la première fois quand même qu'on a une femme à la tête de la CEDEAO. Quels sont donc les enjeux ou alors les grands défis qui attendent cette dame de fer? Oui, c'est inédit, cela n'était jamais arrivé. C'est donc Ellen Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, qui va rentrer dans l'histoire comme la première femme à occuper le poste de présidente de la CEDEAO. C'est vrai que c'est un mandat d'1 an, mais on peut s'imaginer que dans un environnement en Afrique de l'Ouest où il y a une bonne corrélation avec l'héritage culturel, traditionnel, et même aussi un ancrage de la religion musulmane qui, dans cette dynamique-là, ne donne souvent pas les positions de premier rang aux femmes. Et donc, ça fait beaucoup de tabous qui sont brisés, mais c'est aussi la reconnaissance, n'est-ce pas, d'une femme téméraire, reconnaissance d'une femme téméraire qui a pris les rênes d'un pays, le Libéria, qui sortait quand même d'une situation assez difficile. Hein. On se rappelle qu'elle avait été challengée par George Weah, l'ancien footballeur, ancien international, qui lui revient encore pour un éventuel mandat, parce qu'elle ne pourra plus se présenter à l'issue de ce mandat-ci, la Constitution ne lui permettant pas. Mais il me semble qu'avoir une femme à la tête de la CEDEAO, c'est dans la dynamique de ce qui se passe dans le monde. Vous avez les États-Unis qui entendent... on le verra, ce n'est pas encore donné, mais avec Hillary Clinton et en passe d'obtenir l'investiture. On a de plus en plus les femmes qui prennent le devant de la scène sur un certain nombre de sujets. En Afrique, c'était encore très peu perceptible au regard d'un certain nombre de contingences traditionnelles et culturelles, mais ça s'ouvre. Mais il me semble aussi que le fait d'avoir une dame comme Ellen Johnson Sirleaf, c'est l'aboutissement d'un parcours, mais c'est aussi la reconnaissance d'une certaine capacité, parce qu'elle a quand même tenu bon au Nigeria, et son parcours, autant dans les institutions internationales économiques qu'à la tête de son pays, lui donne l'argumentaire de pouvoir gérer quand même une période sensible en Afrique de l'Ouest, parce que par un bon nombre de foyers de tensions terroristes, ils sont contenus. Et il est question pour la CEDEAO aujourd'hui d'avoir un mécanisme commun, et même on pourrait dire une force locale qui pourrait faire face de manière interactive à la menace terroriste de ce côté. Également être présidente de la CEDEAO, donc de cette communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est une sorte de couronnement, d'autant plus que la Constitution ne lui permettra pas de briguer un prochain mandat dans son pays junior au sein de la mise en place d'une force antiterrorisme, comme le prévoient les dirigeants de la CEDEAO. Est-ce que cela va venir également freiner les ardeurs de ces différents terroristes qui écument toute cette plate-bande de l'Afrique de l'Ouest? Alors, Serge Bondier, je vais partir d'un constat assez simple. À chaque fois qu'on médiatise un phénomène tel que Boko Haram ou ces incidents, on a l'impression que ça évolue un peu plus. Premièrement, je penserai à mon propre avis, personnellement, il faudrait qu'on cesse de médiatiser cette affaire de Boko Haram ou ces terroristes. Ça ne sert à rien. Il faudrait qu'on s'intéresse aux solutions. Et bien sûr, des solutions comme ce qui a été cité par Christian Dobo tout à l'heure, que la nouvelle présidente de la commission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est appelée à prendre. C'est très important de valoriser cela. Donc, je pense à mon avis que ça marcherait d'adopter pour la sous-région, n'est-ce pas, un corps d'élite d'armée nécessaire à vaincre tout cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on remarque un peu, on a l'impression que les divergences entre les sous-régions, les divergences entre les chefs d'État, les divergences entre même ceux qui dirigent le monde entier, c'est ça qui est parfois source de tension. Alors il faudrait maintenant qu'on cesse de médiatiser ce qui va mal pour parler de ce qui va mieux. Parce que quand on parle de ce qui va mieux, on a l'impression que les choses changent. Et bien évidemment, le mal aussi peut s'éterrer parce que le mal ne trouve plus vers qui faire face. Je crois que c'est important. Et tout à fait. C'est important de mettre ses forces à contribution. Exactement. D'autant plus que nous restons dans cette guerre efficace que mènent les États contre le terrorisme. En attendant, bien sûr, Aimé Moukoko qui est déjà dans ce studio. On va parler de cette bataille, de cette guerre qui s'est amenée tout récemment encore du côté du Niger, notamment à Bossom. On a enregistré vendredi dernier 32 morts suite donc à ces différentes incursions menées par ces bandes armées-là. Patrick Christian Dobo, ça me pousse quand même à réfléchir. Ça vient retrouver les efforts qui seront poursuivis par la présidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui, effectivement. Niger et Nigeria, deux pays, n'est-ce pas, de cette communauté-là, mais deux pays aussi qui partagent un destin commun avec des pays comme le Cameroun, n'est-ce pas,
par rapport on va dire, aux dégâts collatéraux de cette insurrection qui a pris son épicentre, qui prend son épicentre dans la forêt de Sambisa, au nord-est du Nigeria. Le Cameroun était jusqu'ici le pays frontalier au Nigeria qui en subissait les frais les plus énormes du fait de sa longue frontière, 1600 km quand même avec le Nigeria, surtout dans cette partie où la majorité de la frontière est concentrée. Il était clair que les premiers dégâts collatéraux affectaient le Cameroun. Le Tchad aussi, il faut le dire. L'implication de notre armée et puis la force multinationale qui a été mise sur pied, qui a résolu d'un coup cette problématique de droit de poursuite qui freinait quand même les avancées des différentes armées, a freiné les ardeurs, a considérablement, à défaut d'anéantir, diminué la capacité militaire, tout au moins conventionnelle, de Boko Haram. Aujourd'hui, c'est une milice qui est réduite à des actions kamikazes, à des attentats suicides à travers l'utilisation des bombes humaines et notamment des petits-enfants ou des jeunes filles, des femmes, un peu moins les hommes. Vous voyez donc que dans cette dynamique-là, c'est une guerre asymétrique qui a pris le dessus sur la conventionnelle. Mais à côté, des pays comme le Nigeria et le Niger partagent une forte coloration, on va dire culturelle, religieuse. Et donc, la frontière, notamment entre le Nigeria et le Niger, elle aussi, n'est-ce pas, est sous la menace de Boko Haram. La preuve, quand on a détruit tous les principaux bastions de Boko Haram, c'est du côté du Niger, notamment du côté de Bosso, qui est quand même à un jet de pierre, n'est-ce pas, du Nigeria, que bon nombre de membres de Boko Haram se sont repliés dans cet environnement-là. Parce qu'il y a une pêche très prolifique de ce côté-là. C'est des ressources, c'est des denrées. Et vous allez vous rendre compte que cette attaque précise de Boko Haram, en ce moment, du côté de Bosso, parce que sous la force de frappe de l'armée camerounaise, la pression de l'armée nigériane, la présence de l'armée tchadienne, Boko Haram cherche des petites failles. Et il était question... C'est retiré à Boko, cette fois-ci à Bosso. De se ravitailler dans ce fief, n'est-ce pas, avant cette saison de pluie qu'on annonce compliquée, parce que là, il y aura la difficulté de mouvoir les troupes avec les mares d'eau, les frasques, et ce ne sera plus évident. Donc c'est une attaque certainement bien préparée par l'état-major de Boko Haram, parce qu'il était question de trouver le maillon le plus faible de la chaîne de défense qui s'est finalement constituée autour de Boko Haram, et frapper un coup, prendre le maximum de provisions, la preuve, brûler les villages, brûler les concessions, apporter les récoltes, et puis repartir. Mais il faut dire que depuis l'engagement du Niger en 2015 dans la lutte contre Boko Haram, c'est l'un des coups les plus, on va dire, forts que le Niger est en train de subir là. Quelques 32 soldats, 30 soldats de l'armée nigériane. Il me semble que c'est beaucoup. C'est beaucoup à un moment donné où on pensait que le quadrillage de tout cet espace sous la menace de Boko Haram pouvait se faire avec moins de dégâts possibles de la part des autorités conventionnelles. Ça peut quand même rappeler à la mémoire collective que même anéanti, Boko Haram reste encore un véritable danger. C'est la véritable preuve. On a vu également l'implication du président Mohamed Issoufou ces derniers temps dans cette guerre contre Boko Haram. Il a été notamment au niveau du sommet organisé au Nigeria contre le terrorisme, où il s'est exprimé là-bas sur la nécessité de la coordination même des efforts qui sont mis en place entre ces différentes unités de lutte contre Boko Haram. En attendant, bien entendu, le sport, puisqu'il est sensiblement 9h, un peu plus de 35 minutes dans ce studio avec Aimé Moukoko qui nous parlera bien entendu des lions indomptables du Cameroun et surtout la version militaire de ces lions-là qui font parler d'elle depuis quelque temps. Avec vous, Pasteur Christian Dobo également, on va évoquer notre question. Cette fois-ci, nous allons rentrer de plein pied en parlant de la République démocratique du Congo qui reste un véritable plat de résistance pour parler du président Kabila qui entend poursuivre le prochain mandat et se présenter, même si le secrétaire général de son parti politique a évoqué dans une sortie médiatique en indiquant clairement qu'il s'agit par voie référendaire pour le peuple congolais de choisir son dirigeant. L'opposition derrière cela crie véritablement et s'insurge en indiquant clairement que Joseph Désiré Kabila voudrait s'éterniser au pouvoir. Oui, Serge Bondier, le jeu de chat et la souris se poursuit entre le pouvoir en place à Kinshasa et l'opposition congolaise, en tout cas réunie autour d'une coalition qui entend s'opposer à un éventuel prochain mandat du président Kabila. On le disait avec peut-être moins de certitude, mais de plus en plus, on veut se convaincre de ce que la formule utilisée de l'autre côté du fleuve Congo, notamment au Congo-Brazzaville,
sera certainement celle que le voisin de l'autre rive va aussi mettre en place. Si le président Sassou, dans un référendum, a pu obtenir la modification de la Constitution, pourquoi Kabila ne le ferait pas? Mais la situation au Congo-Kinshasa me semble un peu plus délicate. Il me semble là-bas que la société civile et l'opposition ont pris le taureau par les cornes un peu trop tôt. Et dans cette posture, c'est bien difficile pour le pouvoir en place de faire passer la pilule. Des stratagèmes sont en cours, à force de démonstrations de force par des marches interposées. Chacun entend rallier le maximum possible, n'est-ce pas, de ses partisans. Également, est-ce que la sortie de Henri Mova Soukani, par exemple, qui est le secrétaire général du parti au pouvoir, qui dit clairement qu'on pourrait passer par voie référendaire pour que le peuple congolais se prononce. Et derrière cette sortie-là, l'opposition qui pense que c'est une forme de manipulation et d'éternisation au pouvoir. Mais ce qu'on peut encore retenir en revanche, c'est que le ministre congolais de la communication qui dit que ce n'est qu'une suggestion, ce n'est qu'une proposition. Est-ce qu'une proposition finalement ne veut pas être adoptée? Finalement, on va passer par voie référendaire pour que Kabila se maintienne au pouvoir. C'est bien ça, Serge. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué cette espèce de jeu de chat et la souris. On lance des petites flèches, on tâtonne, on tâte un peu le terrain, on voit si cela peut passer, mais de toutes les manières, une chose est certaine, c'est que le camp présidentiel aujourd'hui a certainement sa formule. Quoi qu'il en soit, au regard de l'évolution de l'atmosphère politique et même du jeu démocratique actuellement au Congo, on a fortement l'impression qu'il y a un petit coup qui se prépare du côté du camp présidentiel. Et il ne reste que quelques temps pour que ce coup-là soit dévoilé. Justement, dans ce studio déjà présent, Aimé Mokoko, bonjour. Bonjour Serge, bonjour aussi à Christian et surtout aux téléspectateurs de Canal 2 Info. On va rapidement parler avec vous de judo ce matin. Pour le sport, on commence sur le tatami. On comprend que le judo est l'actualité. C'est vrai qu'on aura le temps de revenir sur le football considéré comme roi. Mais en image, on va voir du côté de Yaoundé quelques images d'archives pour revenir sur le championnat national par club. On est vers la fin de la saison sportive de judo. Et c'était donc le week-end dernier du côté du Yaoundé, dans l'un des dojos de l'INGS. En image donc, on va voir les différents athlètes. Là, c'était l'un des saluts vers la fin de la compétition. Un événement rehaussé par la présence de plusieurs clubs, sinon tous les clubs affiliés à la Fédération camerounaise de judo. Et puis à retenir les grands vainqueurs, c'est un peu les habitués depuis près de 10 ans déjà. C'est les mêmes qui restent devant et font tous partie de l'équipe nationale de judo. On a donc pour le compte des résultats, meilleur athlète côté féminin, on a Mbala Atangana Hortense Vanessa qui est même déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. On parle de Weze Dombe Hélène, elle aussi, plusieurs fois champion du Cameroun, champion d'Afrique. Wetier Jojo Nadine, qui est aussi bien présente dans la catégorie des plus de 78 kg. Sitiopine Paul, qui vient aussi de remporter avec les sambistes le championnat d'Afrique il y a quelques jours seulement. Et puis on parle de Bata Philomène. On s'arrête donc sur les meilleurs judokas de la compétition côté messieurs. Ndjimoulu Seydou, qui est de Douala, qui est donc le meilleur sur la catégorie des moins de 100 kg. Tsala Tsala Bernardin dans les moins de 60 kg. Dolasem Dieudonné, c'est l'homme qui a confisqué le trophée de judo depuis 11 ans, toujours champion du Cameroun, Dieudonné Dolasem. Et puis El Bapou Joseph, lui aussi qui est parmi les meilleurs judokas. On termine avec Mbankom Tchengang Fabius. On va donc dire que c'est l'essentiel à retenir de ces championnats nationaux de judo. Et on passe en basketball. Basketball pour contrôler la balle orange sur le parquet. C'était aussi jour de rassemblement pour l'équipe nationale messieurs, parce qu'il faut le dire, on prépare le tournoi de Chine, un tournoi amical avec le partenaire équipementier de la FECA Basket, PIC, qui accompagne donc plusieurs, j'allais dire, équipes nationales. On va donc rentrer dans quelques images, pourquoi pas, pour revenir sur cette équipe nationale du Cameroun. Là, c'était quelques images de l'Afro-Basket, le Cameroun, le vert ou jaune, ou encore la team 237 qui est rentré en stage pour la préparation de ce tournoi de Chine. Aussi, dans le prélude des qualifications de la prochaine édition de l'Afro-Basket messieurs. L'équipe du Cameroun donc sera constituée de Samatakou Finlay, Djimou Joya Seyd, Ntamak Hans, Choubaï Franck, Bogmis Félix, qui ne joue plus au Cameroun, désormais qui est au-delà de nos frontières, Mundou Missi Steve, Mbarga Blaise, Kouna Hervé Patrick, Moliva Gaston Eugène, Mbala Eugène Kevin, Temgwa Ralph Joseph, Tchachou Chingwa Daniel, Yang Tanke Franck,
Aboubakar Yazid et puis Fonyo Kamga Brand Willy. C'est important de connaître nos lions indomptables de la balle orange parce qu'il faut aussi le dire, ça fait partie du patrimoine du sportif que nous avons. Et toujours avec vous, Aimé Coco, les lions indomptables version militaire, terminent en 4e place. La transition est faite, on parlait des lions côté basket, là on entre dans la tanière des lions indomptables militaires. On fait un petit café à nos lions, malheureusement qui terminent 4e au premier championnat ou Coupe du Monde militaire dames. On va prendre quelques images, justement, c'était lors d'une des rencontres où les Lions se sont très bien exprimés. On va rappeler que c'est toujours Karl Enongachou qui accompagne les Lions militaires, c'est un peu normal quand on sait que c'est une équipe qui est plus ou moins régulière. Le Cameroun a perdu dans le match de classement, mais quand même qui a fait un beau parcours. Elle a commencé par une belle victoire sur le Canada, elle a été battue par la France, donc je vais taire le score parce que c'était un peu costaud, et puis les Pays-Bas ont battu, sauf qu'après face au Brésil, on est allé au tir au but après avoir tenu, n'est-ce pas, un but partout le Brésil dans les 90 minutes. En tout cas, bon retour à nos lions indomptables du football militaire. Et sur le plan local, on parle du football, donc Ligue 1, championnat de football, toujours UMS de Loum qui maintient sa position de leader. C'est un refrain qui fait déjà jaser depuis 4 journées. UMS toujours champion. On a joué donc hier la 19e journée du championnat de Ligue 1. On va le voir en image. Quelques stades étaient quand même chauds en action et en spectacle. On a donc les rencontres qui ont meublé le championnat pour la 19e journée. La Ligue 1 était au rendez-vous et sur quelques stades, on a fait le tour pour les résultats. Commençons par cette victoire de Dragon qui a arraché un précieux point, synonyme de 3 au total sur la victoire face à son adversaire. Et puis il faut rappeler que côté Ligue 1, il y avait des rencontres aussi du côté du stade Rumdié Adia de Garoua. Voilà, je me retrouve. Le but de King Pondo sur penalty pour le Coton qui a donc laminé la Panthère sportive d'Undé, 3-1. Et puis on parlera aussi de quelques images ici au stade de la réunification entre Union sportive de Douala et la formation simplement des Ding Sport de la Ligue. Nous allons sortir rapidement avec vous avec une dernière actualité avec Bedimo, lui qui est en fin de bail au niveau de l'OL. Avec ta permission, peut-être rappeler seulement à nos téléspectateurs que la Ligue 1, c'est UMS premier, Yon Sport deuxième et Union troisième. Le reste au bas du classement, c'est pareil. Et justement, Bedimo, qui connaît bien le championnat local, était présent. Merci à la réalisation de nous proposer juste le tableau pour comprendre que ça n'a pas beaucoup changé côté Ligue 1 et la surprenante position de Yon Sport Academy. On aura le temps, pourquoi pas, de revenir sur cet exploit de Sango Emmanuel Doumbé Bosso. Vous l'avez dit, Serge, Bedimo Henry, c'est désormais les adieux avec l'Olympique lyonnais. Il a donc permettez sa libération et désormais libre sur le marché du mercato. Henri Bedimo Samet, oui, vous le connaissez, auteur d'une très belle saison avec Olympique lyonnais, même si c'est difficile de rééditer les mêmes exploits avec les Lions indomptables. On voit là Bedimo dans une de ses réalisations, buteur, souvent très avancé. En tout cas, la porte du Beşiktaş est ouverte. Bien d'autres clubs, Marseille aussi le souhaiterait, et pourquoi pas du côté de l'Espagne. Bon vent à Henri Bedimo. Merci bien, Aimé Moukoko. Je rappelle en passant que c'est la matinale de l'information, désormais dans sa nouvelle version sur les antennes de Canal 2 Info. Prenez le rendez-vous tout à l'heure à 10 h avec toute l'équipe du service des sports, Marc Chouamo, Alex Lembert et Aimé Moukoko. Merci infiniment d'avoir été là. On va vous dire également merci à Patrick Christian Dobor pour la chronique dans cette matinale de l'information. Mesdames, Messieurs, quant à moi, je vous retrouve demain matin lorsqu'il sera 9 h avec le même plaisir. Au revoir.